Et bienvenue à tous pour ce deuxième cours des sportifs de haut niveau. Bonjour à tout le monde, Alexandre, Johan, Arthur, Raphaël et Joe qui nous rejoint. Nous abordons ce deuxième cours de communication digitale avancée. Je vous présente rapidement le plan de cours. On a fait la dernière fois une présentation du cours, ce qui était important, et je vous rappelle qu'on a parlé de UX. On reparlera du UX aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on est sur un cours qui parle de digital, bien sûr, mais de communication digitale, de marketing digital, de transformation digitale. Tout ce qui est digital pour bien intégrer la communication à l'intérieur de tout ça. Et puis le cours suivra son cours par la suite. Donc aujourd'hui, épisode 2. Je vous le montre à l'écran tout de suite. Épisode 2, on est sur UX, User Experience, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, et le fameux New Marketing. Juste avant, puisqu'on s'est vu en décembre, pour ne pas perdre le fil de ce que nous nous sommes racontés, je vous fais un rapide Previously in 180 seconds, c'est-à-dire 3 minutes. Il y a des personnes qui sont sur l'autre canal, mais c'est pas grave, ils vont venir nous rejoindre. Joe est parti de chez nous, il est allé ailleurs, mais tant pis. Donc ce qu'on a vu ensemble la dernière fois en 3 minutes, on a vu bien sûr le phénomène important de l'UX, on a vu ce qu'était le full stack, je vous ai présenté Gary Vaynerchuk, on a parlé de copyleft, on a parlé de Marc Andreessen avec sa fameuse citation Software is eating the world. On a parlé de UX qui entraînait le user engagement. On a parlé d'économie numérique aussi. On a parlé peut-être un peu de musique et on a parlé surtout de ces 3 piliers du digital. Je vous les rappelle, c'est fondamental pour bien comprendre la communication digitale. Pilier numéro 1 du digital, le persona. Ou on pourrait dire le VOC, Voice of Customer, ou on pourrait dire l'audience, enfin les clients, la cible, les leads, ceux qui achètent, appelez-les comme vous voulez, mais toujours en premier pilier du digital ou du marketing, il y a le consommateur, le client, l'utilisateur. Nous, dans ce monde digital et de communication digitale, on représente toujours le client par un persona. Je pense que vous avez déjà fait des personas dans les autres cours, on en refera ici, je vous les représenterai selon ma méthode, mais si vous avez déjà vu, ce sera extrêmement rapide. Mais le point numéro 1, le pilier numéro 1, c'est le persona. Pour qui on travaille, pour qui on fait de la pub, pour qui on court, pour qui on fait des posts Instagram, pour qui on tourne des vidéos YouTube, pour qui on fait un live Twitch, un stream, pour qui on fait quelque chose. C'est le point fondamental. Le deuxième pilier, c'est le parcours client. Le parcours client, c'est tous les points de contact qu'il y a entre vous, votre organisation, votre produit, ce que vous représentez et les utilisateurs. Un parcours client normal se constitue d'une centaine de points de contact. Et votre travail en tant que marketeur, en tant que communicant, et puis je dirais même en tant que sportif, c'est de faire en sorte que chaque point de contact soit une super expérience utilisateur. Chaque fois que l'utilisateur vous rencontre, chaque fois que l'utilisateur pense à vous, chaque fois que l'utilisateur voit passer rapidement un de vos posts, voit passer une de vos stories, voit une de vos vidéos, même s'il voit que la vignette et il ne clique pas encore, quand il vous voit, quand il voit votre design, quand il voit votre nom, quand il voit le nom de votre discipline, il doit avoir un petit smile. Ah, chouette! Peut-être qu'il n'a pas le temps de regarder les quarts d'heure de vidéo que vous lui proposez, mais il doit se dire, chouette, je suis content, je kiffe, il y a un truc à voir, ça me plaît. Et après, évidemment, s'il plonge dedans et qu'il met un like, qu'il poste et qu'il commente et qu'il partage, c'est encore mieux. Mais à chaque fois qu'il vous voit, il doit être heureux. Et c'est ça le parcours client, le deuxième point, c'est le parcours client. Retenez ça, une centaine de touchpoints, une centaine de points de contact. Et votre rôle, c'est que chaque point de contact soit un enchantement, qu'il soit super content de vous croiser, de vous voir, de voir votre marque, de voir votre sport, de voir votre exploit, de voir votre tête, de voir votre vignette, de voir vos informations. Et puis le troisième point, parce qu'on n'est pas là que pour faire des smiles, du kiff et des trucs sympas, le troisième point, c'est la data.
Parce que dans ce monde digital dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes, il y a de la data pour tout, tout, tout. Vous envoyez un email, il y a de la data. Vous postez quelque chose, il y a de la data. Vous mettez une vidéo, il y a de la data. Première data, le dwell time. Combien de temps la personne regarde votre vidéo? Combien de reach vous avez? Combien d'engagement vous avez? Combien de likes vous avez? Combien de commentaires vous avez? Combien de reposts vous avez? Combien de citations vous avez? Si on passe à l'IA dans OpenAI, si je cite votre sport, vous êtes Raphaël, je te vois là, je ne sais pas dans quel sport tu es, mais si je cite ton sport, dans tel sport, quels sont les sportifs qui comptent? Je pose la question à ChatGPT, il doit me dire Raphaël Pichot fait partie des grands espoirs du monde français. Eh oui, il doit le dire. Je ne connais pas ton sport, mais il doit le dire. Et pour qu'il le dise, toi, tu as un travail de communication digitale à faire pour que tu apparaisses devant les vieux de 30 ans, devant les ancêtres de 40 ans et devant les gens de ton âge, que tu sois parmi les 2-3 qui sont cités par ChatGPT, par Perplexity, par Grok, par Gemini, par qui tu veux, tu dois être cité. Et ça, c'est des datas à contrôler, à suivre, à regarder, à décortiquer et à faire évoluer. Donc voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ça, c'était la dernière fois. Et aujourd'hui, le previously est terminé. Je commence toujours les cours par un previously assez rapide. Il y a Flavien qui est sur un autre canal. Est-ce que vous pouvez me le faire rapatrier sur ce canal-là? Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on passe dans un autre sujet qui est le fameux New Marketing. Je reprends pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Et le premier sujet que je voudrais aborder avec vous, j'espère qu'il vous est cher. J'espère que vous le regardez. J'espère que vous le considérez. C'est le sujet de l'ESG, ou de la RSE, ou de la durabilité, ou de l'empreinte CO2. Pourquoi c'est important? Parce que tous vos fans, tous vos utilisateurs, tous vos clients, si vous bossez pour une marque, tous vos consommateurs sont sensibles sur le CO2, la planète, la consommation d'eau, la durabilité, ce qu'en anglais on appelle le ESG, ce qu'en français on appelle le RSE. Appelez-le comme vous voulez, c'est la durabilité du produit, c'est l'empreinte CO2, c'est l'écologie. Et attention, l'écologie, c'est pas que les gaz à effet de serre et le CO2, c'est aussi payer ses impôts en France, pour un Français, ou en Europe pour un Européen, et c'est aussi bien traiter ses salariés. Donc il y a 3 éléments dans l'ESG. La planète, bien sûr, c'est super important. Le traitement des salariés, le paiement de l'impôt collectif qui permet au pays de renouveler ce qui doit être renouvelé et de progresser dans tout ça. Et j'aimerais vous donner tout de suite un chiffre, qui est un chiffre extrêmement important, qui est le chiffre de ce que consomme notre monde numérique, notre monde digital. Vous avez sûrement entendu plein de bêtises sur l'IA, plein de bêtises sur le scroll, plein de bêtises sur TikTok, plein de bêtises sur YouTube. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que toute la consommation, toute l'empreinte CO2 du numérique et du digital, comprenant la fabrication des ordi, la fabrication des smartphones, les data centers, la 5G, les communications, l'IA, tout confondu, fabrication et utilisation et recharge, tout ça, c'est égal au total de l'aviation mondiale et c'est égal au total du maritime mondial. Donc c'est le même chiffre pour les 3, c'est 4% du CO2 mondial qui est consacré au numérique et au digital. Alors 4%, on peut dire ça va, on peut dire c'est beaucoup trop, on peut dire y a de la marge. Ce qui est sûr, c'est que c'est le bon chiffre. Il y a toutes les stats dans les slides, je ne vais pas vous les sortir, il y a toutes les sources dans les slides, je ne vais pas vous les sortir maintenant, mais sachez simplement que tout le numérique et digital, c'est autant que toute l'aviation, 4%, c'est autant que tout le maritime, 4%. À la seule différence près, ce qui est vrai dans les critiques qu'on fait pour le digital et le numérique, c'est que l'aviation et la marine marchande sont stables,
il reste à 4% depuis 5-6 ans, sauf 2020 pour les raisons que vous savez, il reste à 4%, et le digital, il progresse. Mais il progresse selon un certain rythme qui fait que ça pourrait passer demain à 5, 6, 7%, mais que les progrès technologiques font que à chaque fois on est capable de faire plus avec autant d'énergie. Donc il semblerait, mais là j'ai pas les infos pour vous le dire, et surtout sachez bien et sachez déceler les imposteurs dans ce domaine-là. L'imposteur, c'est celui qui vous dit que c'est hyper simple, il suffit d'arrêter de faire ça et le monde ira mieux. Il suffit d'arrêter l'IA et l'Afrique et l'Amérique du Sud pourront boire à nouveau. C'est totalement faux. C'est aussi faux qu'il suffirait d'arrêter d'arroser les golfs du monde pour redonner de l'eau à tout le monde. Non, il se trouve que les golfs sont construits en bordure de fleuves d'eau douce et que l'arrosage ne fait que re-remplir la nappe phréatique. Donc, attention aux simplifications dans ce monde-là, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et il est impossible de dire ce que ça va devenir demain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de tels progrès dans la technologie que ce qui coûtait beaucoup hier en énergie, en CO2, en eau, en gaz à effet de serre, coûte un petit peu moins. Mais que malheureusement, il y a ce fameux paradoxe de Jevons, l'effet rebond, qui fait que moins quelque chose coûte, plus on en consomme. Donc effectivement, faire une requête ChatGPT, ça coûte de moins en moins d'électricité, mais malheureusement, on en fait de plus en plus. Et je surprends beaucoup de personnes à faire beaucoup de requêtes pour R. C'est-à-dire qu'ils font des requêtes pour voir, pour savoir, mais elles sont utiles à rien. Ils détruisent le truc une fois qu'ils l'ont fait. Donc, n'utilisez pas l'IA pour voir la gueule que vous aurez à 70 ans, vous avez le temps de le voir. N'utilisez pas l'IA pour savoir ce que donnerait telle personne dans telle tenue. On s'en moque, c'est pas vos oignons. Utilisez l'IA pour des choses utiles. Et là, ça coûte pas plus cher qu'une requête de notre ami Google. Je ne vais pas vous embêter plus avec l'ESG, on passe rapidement parce qu'il y a plein de slides là-dessus, il y a plein d'informations. Je vais pas développer tout ça, vous les aurez dans les slides. Je voudrais passer maintenant à une définition, la définition que je vous demande dans les quiz. Vous pouvez répondre au quiz directement tout de suite si vous êtes connecté comme ça. À la fin du cours, vous avez balayé le cours, le quiz. Il ne vous restera plus que l'exercice de groupe que je vous dévoilerai à l'épisode 5. On est à l'épisode 2 aujourd'hui. J'ai encore un Alexandre qui est sur le mauvais canal, si vous pouvez me le rapatrier, ce serait cool. Donc, définition du marketing que je vous demande d'apprendre et de savoir, parce qu'elle est extrêmement importante. La définition du marketing, c'est, et on va retrouver la communication là-dedans très facilement, c'est créer de la valeur. Donc je crée de la valeur pour la planète et l'écosystème, pour le pays, pour la planète, pour nos arbres, pour nos forêts, pour le bon air. Je crée de la valeur pour l'écosystème, je crée de la valeur pour le client, celui qui achète mes produits, et je crée de la valeur pour l'entreprise. Alors, passons rapidement en détail, puisque vous avez capté le principe. Rapidement en détail, c'est quoi créer de la valeur pour l'entreprise ? C'est du profit, c'est des ventes, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la pérennité, c'est une part de marché. Créer de la valeur pour l'entreprise, ça dépend ce que veut faire l'entreprise, mais c'est développer l'entreprise et créer du profit. Créer de la valeur pour le client, majoritairement, on va simplifier et dire que c'est de la satisfaction, du bonheur, de la résolution de ses problèmes. Le client avait un problème parce que ses skis étaient comme ci, parce que ses sneakers étaient comme ça, parce que son t-shirt était comme ça, parce que sa course était comme ça. Vous lui apportez une solution et tout d'un coup, sa course est meilleure, son pas est meilleur, son équilibre est meilleur, il est meilleur. Et bien, ça, c'est la valeur pour le client. Et puis, pour l'écosystème, eh bien, ce que vous produisez, ce que vous fabriquez, ne détruit pas la planète sur laquelle nous sommes tous en train de vivre. Éventuellement même,
vous avez un effet bénéfique pour la planète. Vous avez un effet absorbeur de carbone. Je vous rappelle qu'à l'origine, la marque Patagonia, ils fabriquaient des crochets pour mettre dans les montagnes. C'était 70% de leur chiffre d'affaires. Et ils ont dit, on va s'asseoir sur 70% du chiffre d'affaires. On va arrêter de fabriquer, excusez-moi, mais ma terminologie n'est pas très bonne. Je ne suis pas un alpiniste. On va arrêter de fabriquer des piquets, des piolets et des pieux pour planter dans la montagne parce que ça détruit la montagne. Parce qu'à force de mettre des piquets partout, on est en train de détruire la montagne. Donc si on détruit la montagne, on ne pourra plus grimper dessus. Donc c'est nul, ça ne sert à rien. Et vous rendez-vous compte de la décision, j'ai oublié le nom de la personne, mais vous la retrouvez très facilement. Vous rendez-vous compte de cette décision, une entreprise qui dit on arrête le produit qui représente 70% du chiffre d'affaires. Et bien ce produit-là, on ne le fait plus. Parce qu'il est nocif, parce qu'il est mauvais. Pour des bonnes raisons ou mauvaises raisons, je ne suis pas un spécialiste et je ne peux pas dire s'ils avaient raison ou tort. Mais en tout cas, ils l'ont arrêté. Et ils se sont concentrés sur les produits que vous connaissez aujourd'hui, l'outdoor, les tentes, les vêtements et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà ce qu'est le marketing. Le marketing consiste à créer de la valeur pour la planète, les citoyens, les salariés, les clients et l'entreprise en dernier. On peut faire varier l'ordre. Une entreprise qui serait très égocentrée dirait créer de la valeur pour l'entreprise, d'abord mon profit et après l'écosystème. Mais et je pense que vous connaissez les B Corp, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur ce qu'est une B Corp. Le principe d'une B Corp, c'est une entreprise à mission, et la mission, c'est d'abord de sauver la planète, et après de faire du profit. Et si vous prenez une entreprise comme Apple, est-ce que Apple crée de la valeur pour l'écosystème? Oui. De plus en plus de produits Apple sont fabriqués à carbone neutre, zéro carbone, que du recyclage, pas de consommation électrique, et quand il y a la consommation électrique, c'est de l'énergie recyclée. Pour le client, ben oui, tous les clients qui utilisent Apple sont contents. Les seuls qui ne sont pas contents d'Apple, c'est ceux qui n'utilisent pas Apple et qui critiquent ceux qui utilisent Apple. Mais si on regarde les clients Apple, je ne connais pas un client Apple qui ne soit pas content des produits Apple. Donc les clients sont satisfaits. Et est-ce que l'entreprise crée de la valeur? Ben oui, Apple, ils sont assis sur une montagne de cash et c'est une des 4-5 plus grosses entreprises du monde avec une valorisation à 3000 milliards de dollars. Rendez-vous compte, Apple, à elle toute seule, représente plus que la France entière. Le PIB de la France, c'est 2500 milliards de dollars. La valorisation d'Apple, c'est 3000 milliards de dollars. Alors, on compare un peu des choux et des carottes parce que d'un côté, c'est du stock, de l'autre côté, c'est du flux. Mais pour donner les grandes idées, Apple est donc une entreprise qui fait un bon marketing. Si on regarde son petit voisin de palier dans les GAFA, Amazon, est-ce que Amazon crée de la valeur pour Amazon? Oui, ils sont hyper profitables. Est-ce que Amazon crée de la valeur pour le client? Oui, tous les clients qui utilisent Amazon sont globalement assez satisfaits. Je vous rappelle qu'Amazon, c'est un des plus gros NPS du monde. NPS, Net Promoter Score, ils sont à 94. Donc, les clients sont contents. Question, est-ce que Amazon crée de la valeur pour l'écosystème? Non. Ils ne payent pas leurs impôts en Europe, les salariés sont mécontents et ils consomment beaucoup trop de gaz à effet de serre et beaucoup trop de CO2 pour ce qu'ils font. Le plus gros avionneur du monde, c'est pas Lufthansa, c'est pas Air France, c'est pas Qatar Airways, c'est Amazon. C'est l'entreprise qui a le plus d'avions au monde. Donc ils polluent d'une manière extraordinaire. Donc ils ne créent pas de la valeur pour l'écosystème. Donc, selon ma définition du marketing que je vous demande d'adopter, Amazon ne fait pas un bon marketing pour au moins un tiers de la chose. Si vous voulez, c'est une des questions du quiz, et vous savez que j'aime bien les réponses très brèves, très précises et très circonstanciées. La définition la plus courte du marketing qui existe, c'est celle-là. Pardon, celle-là. Smiley sourire sur une planète égale euro. Smiley sourire, c'est le client est heureux,
En vert, la planète est heureuse, ça entraîne des euros pour l'entreprise est heureuse. C'est création de valeur pour la planète, la sphère verte, le client, le smiley, et pour l'entreprise, des euros. Donc voilà la définition la plus courte du marketing qui existe. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous les balancer comme ça les unes à travers les autres. Retenez celle-là, la longue, création de valeur pour l'écosystème, les clients, l'entreprise. La courte, smiley sourire en vert égale euro égale euro tout simplement, rien de plus à dire. Et tout cet univers marketing que je voulais vous évoquer se résume dans ces 2 lettres, ou 4 lettres si on veut aller un peu plus loin, 4 lettres, UX et éventuellement CX. Alors UX, expérience utilisateur. CX, expérience client. C'est quoi la différence entre UX et CX? C'est la différence qu'il y a entre un utilisateur et un client. Des utilisateurs, vous en avez beaucoup. Des clients, c'est ceux qui payent de leur poche avec leur carte bancaire ou avec un virement, vous en avez beaucoup moins. Donc si vous êtes sur Twitch, toutes les personnes qui vous follow sont des utilisateurs, toutes les personnes qui vous sub sont des clients. Donc vous avez beaucoup d'utilisateurs et à peu près un client, un utilisateur sur 10 ou plus si vous êtes très performant, 1 sur 10 ou 1 sur 5 est un client parce qu'il paye quelque chose. Si vous êtes dans le monde du sport, vous avez un client pour la location de ski qui est un magasin qui loue des skis. Ça, c'est votre client. Il a payé vos skis et vos skis, il va les louer à 50 personnes. Ces 50 personnes sont vos utilisateurs. Donc il y a une nuance entre utilisateur, c'est quelqu'un qui utilise quelque chose, et client, c'est quelqu'un qui paye quelque chose. Et retenez cette règle, vous avez toujours plus d'utilisateurs que de clients. Et il vous faut un marketing et une communication adaptée aux clients et une autre différente adaptée aux utilisateurs. Ce n'est pas la même communication, ce n'est pas exactement le même marketing. L'objectif de tout ça, que ce soit UX ou CX, c'est de créer de l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on fait plaisir aux gens? Pourquoi est-ce qu'on leur fait des jolies pubs? Pourquoi est-ce qu'on leur fait des jolies vidéos? Pourquoi est-ce qu'on leur propose des produits qui sont efficaces, qui sont novateurs, qui sont performants? Pourquoi est-ce qu'on leur propose tout ça? Pour qu'ils s'engagent avec nous, pour qu'ils nous likent, pour qu'ils nous suivent, pour qu'ils nous partagent, pour qu'ils nous fassent connaître, pour qu'ils soient nos ambassadeurs. Donc on veut de l'engagement. Et l'engagement ultime, ne nous cachons pas, l'engagement ultime, c'est, il est marqué en tout petit ici en bas, je vous montre en grand, l'engagement ultime, c'est les ventes. Ce qu'on veut, retenez ça une fois pour toutes, que vous soyez sportif, artiste, chanteur, peintre, quel que soit votre métier, ce qu'on veut au bout de la journée, c'est faire des ventes. Mais bien sûr, on ne peut pas aller voir un inconnu. Désolé Raphaël, je te prends encore un exemple parce que je t'ai sous les yeux. Raphaël, on ne se connaît pas, on s'est quasiment jamais vu. Je ne peux pas aller vers toi, inconnu, et dire Raphaël, je vais te vendre un truc. Ça ne marche pas. Tu me diras non, toujours. C'est évident. Ce qu'il faut d'abord, c'est que je te plaise, c'est que je te montre des choses qui te fassent sourire, qui t'amusent, qui te divertissent, que tu dises « Ah ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, je m'abonne, je suis, je regarde, je like, j'aime bien. » Et au bout de ce processus, je pourrais peut-être te vendre quelque chose. Mais avant que ce soit un outil sportif, que ce soit une formation, que ce soit n'importe quoi d'autre, avant qu'on se connaisse et avant que tu me connaisses et avant que tu m'apprécies, tu ne vas rien acheter. Donc l'objectif final, c'est de vendre, mais pour vendre,
il faut que la personne devienne notre ami, il faut que la personne nous reconnaisse, il faut que la personne s'engage avec nous, il faut que la personne nous voit plusieurs fois, s'habitue à nous, ait envie de consommer nos produits, et à partir du moment où la personne a envie de consommer nos produits, eh bien, on va pouvoir transformer tout ça en vente. C'est super important de bien comprendre que la vente n'est pas un gros mot, mais que vouloir vendre au premier rendez-vous, c'est juste impossible. Quelqu'un à qui on donnerait un téléphone, un peu comme, je ne sais plus quel film avec DiCaprio, où il vend des actions, il décroche son téléphone, il appelle un inconnu et il arrive à lui vendre des actions, c'est dans les films, ça n'existe pas. On ne peut pas transformer un inconnu en client en un seul coup. C'est comme un jeu d'échecs, on ne fait pas échec et mat en un seul coup. On fait échec et mat en avançant d'un côté, en défendant de l'autre, en faisant une diversion d'un côté, en contournant de l'autre, et enfin, on fait échec et mat. Et la vente, c'est pareil. On ne fait pas une vente d'un seul coup, mais on produit du contenu, on produit de l'information, on montre des preuves, on a des sportifs qui utilisent nos produits et qui donnent envie aux pauvres amateurs comme moi d'imiter le sportif. Et donc, je vais utiliser le même produit que lui, comme si ça allait produire le même résultat. Bien sûr que non, mais moi j'ai envie de le croire. Donc je le crois et je vais acheter le produit. C'est ça le processus complet. Si vous comprenez ça, vous comprenez exactement ce qu'est le marketing, vous comprenez exactement à quoi sert la communication et vous comprenez exactement ce que sont le système de vente que l'on reverra encore une fois un peu plus tard. Je veux juste vous dire encore une fois, parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est tellement important que je le répète ici, que cette expérience, on est à peu près à la moitié du cours, 18h30, il me reste encore 30 minutes, que cette expérience, elle se déroule sur 4, voire 5, pour vous les sportifs 5, sur 5 canaux. Ces 5 canaux sont le premier canal, le canal physique, le face-à-face, la rencontre. Pour vous, ce serait autour d'un stade, autour d'une piste, autour d'un endroit où les gens viennent vous voir. C'est du physique. Sur le web, bien sûr, et en premier lieu du web pour le sport, YouTube, c'est l'élément le plus important, mais il y a aussi bien sûr votre site internet, le site internet de votre équipementier, le site internet où on peut avoir plein de choses. Le mobile, ne confondez jamais mobile et web, c'est deux canaux totalement différents. On peut y retrouver les mêmes informations, mais c'est deux canaux totalement différents. C'est aussi stupide de confondre web et mobile que de dire le JT de TF1, c'est la même chose que le journal Le Figaro ou Libération. C'est les mêmes infos. Donc, c'est la même chose. Non, d'un côté, c'est du papier que tu déplies, que tu lis toi-même. De l'autre côté, c'est une télévision qui te donne les nouvelles par un speaker. Eh bien, c'est la même différence qu'il y a entre le web et le mobile. Même si ce sont les mêmes informations, c'est totalement différent. Quatrième niveau, bien sûr, le social, avec tous les réseaux sociaux que je ne vais pas vous développer aujourd'hui, ce sera le sujet d'un cours pour le futur. Et bien sûr, souvent négligé, à tort, le métavers. Et pour vous les sportifs, le métavers, c'est quelque chose qui est extrêmement tangible. C'est tout le e-gaming, le e-sport, et tous les logiciels qui permettent de rentrer dans un sport et de faire quelque chose dans un univers clos que l'on va retrouver à chaque fois qu'on revient et qui s'appellerait FIFA et qui s'appellerait comme vous voulez. C'est du e-sport, c'est du gaming, c'est ce qu'on peut appeler de manière générique un certain métavers. Le métavers, ce n'est pas un endroit où les gens vivent et dorment. C'est un endroit que les gens retrouvent régulièrement et dans lequel ils vont avoir une expérience, bonne ou mauvaise, mais une expérience. Donc, quand vous pensez à UX, expérience utilisateur, ou CX, expérience client, pensez toujours à ces 5 niveaux et vous devez procurer à vos fans ou à vos sponsors ou à vos clients ou à vos utilisateurs ces 5 canaux. Et si vous faites bien les 5 et que l'on peut passer de l'un à l'autre,
c'est ce qu'on va appeler l'omnicanalité. Si vous faites que du physique, ça n'existe plus, hein, mais si vous faites que du physique, que du contact physique, c'est du monocanal, ça n'existe plus aujourd'hui. Toute personne a au moins un compte Insta et un site internet, donc on est au moins multicanal. Et si en plus d'être multicanal, vous les avez tous et qu'on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que sur votre site web, j'ai un lien pour télécharger votre app et un lien pour aller sur votre compte Insta et un lien pour jouer avec vous à travers un jeu qui serait fait par vous ou par d'autres. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez fabriquer des jeux. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Roblox. Alors, c'est un peu éloigné du sport, mais sur Roblox, ce sont les utilisateurs, ce qu'on appelle de l'UGC. Excusez-moi, il y a beaucoup de mots techniques. UGC veut dire User Generated Content. Je vous l'écris dans le chat parce que c'est un mot important à connaître. UGC, User Generated Content. Sur Roblox, que vous connaissez peut-être, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, eux ils connaissent. Sur Roblox, ce sont les utilisateurs qui fabriquent les jeux sur lesquels vont jouer d'autres utilisateurs en rémunérant le fabricant du jeu, c'est-à-dire celui qui l'a fait, plus la plateforme Roblox. Je vous passe le détail, mais on peut très bien imaginer aujourd'hui, dans chacun de vos sports, que vous créiez vous-même, avec un équipementier ou tout seul, avec l'aide de l'IA, c'est assez facile à faire, que vous créiez des jeux dans lesquels les gens viennent jouer et donc vous retrouvent à travers un métavers et vous permettent d'avoir un certain niveau d'expérience pour vos clients. Alors, je vous rappelle, encore une fois, on l'a déjà vu tout à l'heure, les fameux 3 piliers du digital, l'utilisateur, le parcours, la data. En utilisateur, je vous ai dit que le plus important de ce point utilisateur, c'était le persona. Donc, je vous montre ici, je vous la mets en grand, une fiche persona. Il existe des dizaines de templates, des dizaines de modèles de persona. En voilà un autre. Ça n'a aucune importance celui que vous utilisez. Il faut juste que vous ayez 3 éléments dans votre fiche persona. Le premier, c'est le prénom et la photo. Il n'y a jamais un nom de famille sur un persona. Prénom, photo. Deuxième élément, c'est le carré que vous avez ici en orange. C'est, retenez bien, quels sont les problèmes, les besoins, les attentes, les frustrations, les rêves, les envies de votre persona. Et le troisième, c'est sur quel canal, ou au pluriel sur quel canal, vous allez pouvoir contacter votre persona. Donc, si vous voulez vous lancer dans le digital, la première chose à faire, c'est de vous dire 1. Qui est mon audience ? Est-ce que mon audience, elle est jeune, elle est vieille, est-ce qu'elle est sportive, elle est sédentaire, elle est dans les grandes villes, elle est dans les petites villes, elle est à droite, elle est à gauche, elle a ceci, elle a cela. Est-ce que votre audience pratique votre sport ? J'en sais rien, moi je suis pas à votre place. Mais donc votre audience, c'est toujours le portrait robot d'une personne qu'on va appeler aujourd'hui par exemple Claude. Donc c'est Claude, il y a une photo de Claude qui est là. Quels sont les problèmes, les besoins, les attentes, les rêves, les envies de Claude ? Qu'est-ce qu'il a envie ? Il a envie de s'identifier, il a envie de rêver, il a envie de s'évader, il a envie de se divertir. Qu'est-ce qu'il a envie ? De quoi Claude a-t-il envie ? Et dernier point, sur quel canal je vais pouvoir joindre Claude ? Est-ce que Claude, c'est plutôt un gars de l'email, ou c'est plutôt un gars de X, ou c'est plutôt un gars de Strava, ou c'est plutôt un gars de Facebook, ou c'est plutôt un gars d'Instagram, ou de WhatsApp ? Et en fonction de qui il est, ce qu'il cherche et son canal, vous allez pouvoir lui prodiguer un contenu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le parcours. Le parcours, ça va être ce que fait votre persona et les différents points de rencontre qu'il y a entre vous et le personnage. Je vous ai dit environ 99, mais ce n'est pas uniquement les moments où vous rencontrez votre audience. C'est chaque moment où votre audience pense à vous. Et puis, troisième point, la data,
ça va être tous les KPI, vous connaissez le terme KPI, ou les ratios, ou les chiffres, que vous allez pouvoir sortir, les Key Performance Indicators, que vous allez pouvoir sortir à travers des NPS, à travers Google Analytics 4, à travers des A/B testing, à travers des QR codes pour interroger votre audience. C'est donc toutes les statistiques que vous allez pouvoir récolter. Et c'est ça qui est extrêmement important à bien développer pour votre activité. Autre élément extrêmement important par rapport à votre communication, c'est votre positionnement. Et ce que vous pouvez retenir ici, de cette séance sur le marketing, c'est que la chose la plus importante en marketing, après la définition, c'est de réussir son positionnement. Alors le positionnement, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement simple, que vous allez comprendre en 20 secondes, et à la fois extrêmement complexe à appliquer, et ça, vous allez le comprendre en 5 minutes. Donc, définition extrêmement simple du positionnement. Vous allez comprendre en 5 secondes. Le positionnement, ça consiste à revendiquer une qualité. Sur le graphique ici, je revendique la qualité numéro 5, peu importe quelle est la qualité numéro 5, mais j'ai 8 qualités. Et bien sur ces 8 qualités, j'ai choisi la 5. J'aurais pu prendre la 4, la 3, la 2, la 1. Non, j'ai choisi la 5. Et ensuite, le positionnement, c'est de dire, je vais, retenez le terme, il est important, je vais adresser la qualité numéro 5 à la cible numéro 6. Et c'est ça le positionnement. Le positionnement consiste à choisir une et une seule qualité pour la communiquer ou l'adresser à une et une seule cible. Imaginons que vous soyez un fabricant de sneakers. Vos sneakers, elles sont qualité 1, faites en matière naturelle, qualité 2, 0 CO2, qualité 3, entièrement recyclé, qualité 4, c'est le meilleur amorti du marché, qualité 5, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est des sneakers qui sont extrêmement durables, qui peuvent durer plus d'1 an, qualité 6, qui ont un design qui a été maintes fois primé dans Pinterest et parmi les créateurs de mode. Qualité 7, c'est des sneakers qui sont portés par toutes les stars. Donc voilà, 7 qualités. Est-ce qu'elles sont toutes vraies? Oui. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Oui. Est-ce que je vais les choisir toutes pour les communiquer à ma cible? Non. Je choisis juste la Q5. La Q5, c'est des sneakers qui durent longtemps. On peut faire, j'ai pas d'idée parce que je connais pas ce marché-là, on peut faire 500 km avec. Peut-être je dis une grosse bêtise, hein. Excusez mon à peu près, c'est pas ma spécialité les sneakers, ma spécialité c'est la communication digitale et le marketing. Donc, admettons Q5, on peut faire 500 km avec ces sneakers. Ou 1000 si vous pensez que 1000 c'est mieux, peu importe. Elles sont très durables. Je ne parle pas du recyclage, je ne parle pas du CO2, je ne parle pas des stars, je ne parle pas du design, je dis juste, elles sont durables. Point final. Maintenant, je m'adresse à ces 6. Ces sneakers, elles pourraient aller à des sportifs amateurs, à des sportifs fréquents, à des marcheurs de la rue, à des personnes âgées qui veulent préserver leurs genoux, à des femmes enceintes, à des étudiants, à des sportifs de haut niveau, ou C8 à des sapeurs qui veulent se la péter avec des sneakers de marque. Je choisis uniquement C6, les étudiants. Et donc, mon positionnement, et c'est ça que vous devez retenir, et excusez-moi de vous provoquer un petit peu, c'est ça que vous devez trouver pour vous-même, si vous considérez que vous êtes un produit et que vous devez vous vendre, vous devez avoir un positionnement, c'est-à-dire avoir, comme mes sneakers ici, une qualité, c'est les sneakers les plus durables pour les étudiants.
ça c'est un positionnement génial. Comme je ne connais pas les sneakers et comme je ne connais pas les étudiants, peut-être qu'il est nul. Mais techniquement, d'un point de vue marketing, c'est un très bon positionnement. J'ai choisi une qualité et j'adresse ma qualité à une cible. J'ai mis un peu de temps pour faire mon exemple, mais vous avez compris en 10 secondes, le positionnement consiste à choisir une qualité et une seule pour l'adresser à une cible et une seule. C'est tout. Maintenant, pourquoi c'est dur à appliquer en entreprise? Parce qu'en entreprise, on fait une réu, et dans la réunion, il y a toujours un gros malin qui dit « c'est quand même dommage de se centraliser et de se focaliser sur les étudiants C6. En France, il n'y a que 850 000 étudiants, alors que si on ajoute les sportifs moyens, C5, ça fait 2 millions de personnes. Donc c'est plus intelligent de toucher 2 millions de personnes que d'en toucher seulement 850 000. Et puis si en plus on touche C7, bah c'est pas 2 millions, mais c'est 3 millions de personnes qu'on touche. Et c'est plus intelligent de toucher 3 millions de personnes que 850. Et puis il y a un autre petit malin qui dit c'est quand même dommage de revendiquer la durabilité alors que nos baskets c'est les plus belles et qu'elles sont à 0 CO2. Donc il faut dire, notre marque, prenons Salomon pour rigoler 2 secondes, Salomon fait les baskets à 0 CO2 les plus durables et les plus belles pour les étudiants, les sportifs et les gens qui veulent faire de la mode. Eh bien, ça, c'est l'assurance d'un échec. C'est-à-dire que personne n'a envie d'en porter, parce que personne ne se sent étudiant, sportif moyen et frimeur de fringues, et personne ne comprend que on peut être à la fois beau, durable et écologique. Donc le pire positionnement qui existe, c'est de dire on va dire qu'on fait un peu tout pour tout le monde. Ça veut dire que quand vous ferez une campagne de pub, quand vous ferez un post Instagram, quand vous ferez une vidéo YouTube, quel mannequin vous allez choisir pour votre vidéo YouTube? Quelqu'un de bien habillé, quelqu'un qui fait ses études ou quelqu'un qui fait un sport comme un gars du dimanche un peu pourri? Parce que si vous voulez que votre cible se reconnaisse dans la pub, il faudra bien choisir un mannequin qui incarne cette cible-là. Donc vous choisirez un peu un moyen, un robot, portrait robot moyen de ces 3 cibles. Donc personne. Et qu'est-ce que vous allez montrer de votre sneakers? Qu'elle est belle, qu'elle est durable, qu'elle est écologique? Ben finalement, on ne va rien comprendre. Donc l'art, je le redis une dernière fois et on passe à autre chose, l'art du positionnement consiste à dire mon produit, ou ma marque, ou ma référence, je lui attribue une et une seule qualité que je communique à une et une seule cible. Si maintenant on revient à vous et vos sponsors et vos équipementiers et les fans que vous voulez viser, vous ne pouvez pas dire que vous êtes le meilleur dans votre catégorie, le plus rapide, le plus endurant, le plus marrant, le plus résilient, le plus perspicace, celui qui a l'entraînement le plus technique, celui qui est le plus cérébral, celui qui a la meilleure préparation mentale. Et les gars, si vous avez tout ça, vous êtes champion du monde. Donc forcément, vous n'avez pas tout ça. Donc dans tout ce que je viens de dire, qui sont des bêtises, parce que vous avez compris, je ne suis pas sportif de haut niveau, c'est vous. Dans tout ce que je viens de dire comme bêtises, laquelle, ou laquelle autre, peu importe, hein, vous revendiquez. Vous êtes le sportif le plus marrant de sa catégorie. Ok. Clem qui court. Lui, c'est le sportif événementiel. Il en chie, il va jusqu'au bout et il fait des événements. Il est attendu pour les événements. Si demain, Clem qui court fait un marathon, il fait ses 42 km 300 et des poussières, et qu'il n'y a aucune blague, aucun event, aucun truc spécial qui se passe, on se dit, ah bah c'est plus lui. Donc, son positionnement, c'est un happening événementiel qui va venir dérouter tout le monde, qui va venir déranger tout le monde, qui va venir étonner tout le monde. C'est là-dessus qu'on l'attend.
Et c'est là-dessus qu'il va récolter des fans. Et c'est là-dessus qu'il va être populaire. Et c'est là-dessus qu'un sponsor va venir le chercher, même en dehors du milieu du sport. Mais si tout d'un coup demain il dit non mais moi les gars, c'est moi, je suis devenu sérieux. Plus de déconnade, plus de trucs, plus de machin, je m'entraîne à bloc, j'ai un programme d'entraînement scientifique, je fais tout nickel, je suis le meilleur dans ma catégorie et je vais faire tout ce qu'il faut, etc. Ben, il aura perdu son positionnement qui aujourd'hui est assez clair. Donc vous, dans votre position à vous, vous devez trouver la qualité qui vous ressemble le plus et que vous avez envie de revendiquer sur une certaine période, auprès d'une certaine cible. Si maintenant vous dites, moi j'ai plusieurs qualités, à ce moment-là, vous faites, comme les flèches rouges, bleues et vertes, vous faites plusieurs produits. Vous avez des Salomon machin qui sont les baskets les plus durables, comme on l'a dit tout à l'heure, le produit vert. Vous avez des Salomon XYZ qui sont les plus haute couture, portés au Super Bowl par Rihanna, je crois, des Salomon un peu rouges, arrêtez-moi si je me trompe, hein. Je ne suis pas un grand spécialiste des sneakers, mais je crois que Super Bowl, il y a 2-3 ans, il y a Rihanna qui avait des Salomon, toutes rouges. Donc Q3, c'est le design du produit que j'adresse à une cible C8, et puis pour tous les écolos, pour tous les fans de Patagonia, bingo, Q2, Salomon, la basket qui s'appelle ABC. Désolé, hein, je ne connais pas les références des baskets Salomon. Ben, la basket ABC, c'est la gamme de baskets la plus écolo du monde, zéro CO2, zéro gaz à effet de serre, que des produits recyclés, et le produit est lui-même recyclable à l'infini. Ce qui bien sûr est faux. Vous connaissez les On Running, les baskets On Running. Ils ont bâti leur réputation avec Federer sur c'est la basket recyclable à l'infini. Pour l'instant, les gars, ils n'en ont pas recyclé une. Hein. Parce que le plastique tel qu'il est fait en basket, c'est non recyclable. Il n'y a pas de machine pour recycler ce truc-là. Donc pour l'instant, ils les stockent, ça leur coûte des fortunes. Ils les stockent dans des hangars géants en attendant de trouver le procédé qui permettra de les recycler. Donc pour l'instant, elles ne sont pas recyclées, mais elles sont stockées. Donc ce que vous devez... Bien sûr, vas-y. J'ai une question par rapport à ça, parce que j'ai compris et assimilé. Ce qu'il faut retenir de cette partie sur le positionnement, hop, c'est on adresse une qualité à une cible. Et on essaye de se limiter juste à cette qualité par rapport à cette cible. Je voudrais maintenant, très rapidement, dans les 10 minutes, plus exactement 8 minutes qui suivent, vous parler de la décomposition pour que vous compreniez bien où se situe la communication, la vente, le marketing, Internet, le SEO, des choses qu'on verra plus tard, les réseaux sociaux, la création de contenu, l'économie de la création, le partage de connaissances. J'aimerais qu'on voit la décomposition, la classification, et si vous voulez un terme un petit peu savant, la taxinomie du marketing. Donc décomposition, classification, taxinomie, c'est le mot un peu savant, du marketing. Et vous dire en quoi le marketing se divise, combien de branches il y a en marketing. Alors je ne vais pas vous faire un long discours et vous embêter longtemps, mais le marketing, on va dire, il se divise en 4 grandes familles. Une première famille tout en haut, c'est la philosophie marketing. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. La philosophie marketing, c'est de mettre le client au centre. C'est la philosophie de Amazon. Amazon a été créé par Jeff Bezos et Jeff Bezos a toujours dit un mot extrêmement important que vous pouvez retenir qui est Customer Obsession. Chez Amazon, nous sommes obsédés du client. C'est une obsession. Je ne vous fais pas le détail. Voilà, la philosophie de Amazon, c'est Customer Obsession. Malheureusement, ils ne sont pas Planet Obsession, mais bon, on peut pas tout faire à la fois. En tout cas, ils sont Customer Obsession. La deuxième décomposition du marketing, c'est les fonctions
vous l'avez là complètement à droite, de les fonctions, donc le chef de produit, le community manager, le social media manager, le webmaster, ça existe encore, le responsable des vidéos, le responsable du contenu, le responsable du content calendar, etc., etc. Donc des personnes. Troisième point, les stratégies marketing. Je ne vais pas vous faire le détail non plus des stratégies, mais la stratégie, c'est à échéance de 2-3 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans les 2-3 ans qui viennent? Et comment on va le faire? Avec quels moyens? Avec quelle prévision de vente, etc., etc. Et le quatrième point, c'est le côté opérationnel. On va juste, nous, se concentrer sur le côté opérationnel. Mais avant de rentrer dans le côté opérationnel, qui est le numéro 4, n'oubliez pas qu'il y a le 1, le 2 et le 3 qui ne sont pas dans le sujet de ce cours, qui sont dans le sujet d'autres cours. La philosophie, ça peut être la mission de l'entreprise, les entreprises à mission. Les fonctions, ça peut être étudier les fonctions de community manager, social media manager. Le 3, stratégie, ça va être plutôt la stratégie d'entreprise, la stratégie marketing. C'est pas dans ce cours-là. Nous, on ne parle ici que d'opérationnel. Vous avez dans les slides le détail de 1, 2, 3 et 4, mais je ne le présente pas à l'oral. À l'oral, je ne vous présente que le marketing opérationnel, c'est-à-dire, grosso modo, retenez ça, ce qu'on fait dans les 9 prochains mois. Au-delà de 9 mois, ça devient de la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain pour être simple? Eh bien, ce qu'on fait demain, c'est qu'on va utiliser des moyens. Il y en a grosso modo 26. Et ces moyens, ils vont être divisés en marketing mix, trade marketing et digital marketing. Alors, marketing mix, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait dans le temps, mais j'aimerais que vous oubliez cette expression, parce qu'elle est vraiment plus d'actualité, c'est ce qu'on appelait les 4 P. Avoir le produit, le prix, la promotion, publicité, promotion, et la distribution qui en anglais se dit place. Donc ça faisait les 4 P. Oubliez 4P, 5P, 6P, machin, truc et bidule. Aujourd'hui, c'est naze. Aujourd'hui, on parle de MMM, Modern Marketing Model. Et ça prend tous ces éléments-là. La stratégie, la segmentation, le point 5 dont je viens de parler, le point 6 dont je viens de parler, positionnement, le point 7 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'UX, la promotion, le IMC, Integrated Marketing and Communication, donc la marketing et communication intégrée, et le point 10 avec la data et le measurement, tout ce qui est data analytics, etc. Donc ça, c'est le marketing mix. Le digital marketing qu'on voit ensemble, ben ça comprend tout le web management, les recherches, le référencement, la stratégie marketing, etc. Et puis, on a oublié au passage le trade marketing. Il est ici, force de vente, conditions générales de vente, le retail marketing, le PIM, Product Information Management, etc., etc. Donc, retenez que ce marketing opérationnel, il va se diviser en un certain nombre de branches que vous avez là, vous les aurez dans les slides bien tranquillement, et que au milieu de tout ça, nous, ce qu'on fait ensemble ici, c'est ce point-là qui est le e-advertising, le web advertising, le mobile advertising, le social advertising et le adtech. Ça, c'est notre partie de cours. Mais qu'il y a une autre partie de cours que je ne traite pas avec vous, qui est le e-commerce, le m-commerce et le social commerce. Il y a une autre partie de cours que j'ai traité un peu aujourd'hui pour bien vous expliquer, qui est la partie stratégique web marketing. Ça, on va le traiter ensemble, le search, très important. Le research, on ne le traite pas ensemble. C'est toute la partie recherche, enquête, BI, Business Information, etc. Et toute cette partie technique, le web design, etc. La partie technique de comment faire toutes ces opérations-là, pareil, on ne la traite pas ensemble. Donc ce qu'on va traiter ensemble dans les cours qui viennent,
C'est cette partie-là, la 6 ici que vous avez là, et la 3 que vous avez ici. 1, 2, 4 et 5, on n'en parle pas, sauf aujourd'hui où j'ai un petit peu parlé de cette 4 pour vous brosser le tableau et pour vous faire comprendre où on était en e-advertising et en search. Mais la prochaine fois, on abordera la question du search parce qu'elle est extrêmement importante. Donc, prenez l'habitude, je ne sais pas si vous l'avez déjà ou pas, que ce soit dans n'importe quelle matière, que ce soit dans votre sport ou que ce soit dans votre vie quand vous avez des choses à comprendre, prenez l'habitude de faire ce qu'on appelle un mind mapping, une carte de l'esprit, on appelle ça aussi une carte heuristique, on appelle ça aussi un knowledge graph. Prenez l'habitude de présenter les choses de cette manière-là, avec le sujet central et des ramifications qui vont à droite à gauche. Et si vous allez un peu plus loin, attention, cette slide n'est quasiment pas visible, elle n'est pas lisible, mais si vous allez encore plus loin, vous développez encore le sujet que vous avez. Il n'y a rien de mieux que le mind mapping. Si vous devez écrire un mémoire, si vous devez écrire un livre, si vous devez mettre noir sur blanc votre pensée par rapport à tel sujet, ou par rapport à votre sport, ou par rapport à votre état d'esprit, faites du mind mapping. Si vous voulez des logiciels pour réussir ce mind mapping, en voilà quelques-uns. Le plus simple de tous, c'est Xmind. Tout ce que je vous présente là est gratuit. Et le plus, on va dire, moderne de tous, c'est celui qui est en bas ici, qui s'appelle Whimsical. W, je vous l'écris dans le chat, comme ça va vous rester. W-H-I-M-I-C-A-L. Whimsical, qui veut dire capricieux en anglais. Donc Whimsical vous permet de faire des cartes de l'esprit qui sont extrêmement puissantes. Et si vous avez envie d'une présentation un peu plus poétique de ce que nous allons faire ensemble, on peut aussi le représenter sous forme d'un arbre. Là, c'est l'arbre qui est très connu, qui s'appelle The Internet Marketing Tree de Mike Robinson, qui vous montre en bas les racines de l'arbre. C'est la research qu'on ne traite pas ensemble, la stratégie que l'on ne traite pas ensemble, mais le branding et le content qu'on va traiter ensemble. Les branches sont le search que l'on va traiter ensemble, social media que l'on va traiter, email marketing que l'on va traiter. Et c'est une autre manière de représenter ce qu'est le marketing digital. Et puis une autre manière aussi, un autre arbre, une traduction en français que vous avez. Vous avez là compréhension du marché, avatar client. L'avatar client, c'est le persona que je vous ai présenté tout à l'heure. La stratégie, le branding. Et puis après, on a le référencement, les réseaux, le trafic, les communautés, les influenceurs. Bienvenue à vous. Marketing de contenu, c'est ce que vous faites. Vous faites du contenu divers et varié, l'affiliation, l'email, les messageries. La réalité étendue, c'est le métavers dont je vous parlais tout à l'heure. Et je finirai ce deuxième rencontre sous l'appellation de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi de Explore Beyond Horizon, qui est le slogan de GEM Alpine Business School, puisque c'est notre école. Et voilà tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous l'avez sous forme pas d'un nuage de mots, mais de différentes informations qui vous reprennent le cours d'aujourd'hui. Donc vous retrouverez les informations et vous les retrouverez de toute façon dans les slides. Et je finirai juste sur un mot pendant 1 minute, c'est ce mot de digital. On parle de marketing digital, on parle de communication digitale, on parle de transformation digitale. Et moi, ma prédiction, et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce mot de digital est voué à disparaître. Puisque tout est digital. On ne peut pas faire du marketing sans l'appui d'un email. On ne peut pas faire du marketing sans l'appui d'un réseau social, le plus simple de tous. Facebook, par exemple. On ne peut pas faire de communication digitale sans mettre une vidéo dans YouTube. On ne peut pas faire de communication tout court sans un post Instagram. Même si on dit non, nous on est 100% physique, on fait des events où les gens viennent. Mais pour inviter les gens, on les recrute sur les réseaux sociaux.
Pour inviter les gens, on leur envoie un QR code à travers leur wallet. Et ça, c'est du digital. Même pour qu'ils viennent au stade, on leur envoie une invitation via leur messagerie ou via un email et ils vont venir au stade avec un QR code ou avec leur billet dématérialisé. Donc même si je veux faire de la communication non digitale, eh bien je ne peux pas. Je suis obligé de leur envoyer un email, obligé de leur envoyer un message, obligé de leur envoyer quelque chose. Et bien sûr, après, je ne vais pas me passer de la puissance des réseaux sociaux pour demander aux gens qui sont venus à mon événement physique d'en parler avec un certain hashtag dans les réseaux sociaux pour faire la promotion de mon événement et de mes sportifs pour qu'ils puissent avoir une résonance au-delà des 1000, 10 000 ou 100 000 personnes qui étaient dans le stade. Donc, ce mot de digital, il est voué à disparaître. Je ne sais pas dans combien de temps, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le cours que nous faisons aujourd'hui de communication digitale avancée, je vous parie que le mot de digital aura disparu parce que comme le digital est partout, ben finalement, c'est plus la peine de préciser qu'on fait de la communication digitale. Il suffit de dire qu'on fait de la communication et forcément, il y aura du digital dedans. Au moins 20% de digital, et pour ceux qui en veulent beaucoup plus, jusqu'à 80-90% de digital. Mais ce ne sera jamais 100% de digital et ce ne sera jamais 0% de digital. Donc le terme de digital, marketing digital ou communication digitale ou tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, transformation digitale de l'entreprise. Comment voulez-vous transformer l'entreprise de 2026 sans IA, sans email, sans CRM, sans un SaaS et sans l'utilisation du monde digital? C'est totalement impossible. Donc c'est plus la peine de dire on va faire une transformation digitale de l'entreprise. Il suffit de dire on va transformer l'entreprise. Et le digital fait partie des premiers outils. Donc ma prédiction pour les années à venir, c'est que ce mot de digital va enfin disparaître. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Ce sera l'épisode 3 et on parlera très certainement d'un sujet fondamental qui est le search.